Ça devrait être une belle pause. Est-ce qu'on voit la bonne chose? Non, ce ne sera pas très long. Donc, notre prochaine présentation, la dernière de l'après-midi avant notre panel. Éducation physique et à la santé en plein air, pratique pédagogique, effets perçus, défis et recommandations, qui va être présentée par Marie-Christine Morin. Super. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de pouvoir boucler les présentations par discipline. Donc, Marie-Christine Morin, je suis l'éternelle étudiante de Félix. Donc, voilà, je vous parle spécifiquement par rapport à l'éducation physique et à la santé aujourd'hui. Donc, on connaît beaucoup les effets des activités en nature sur la santé, sur le bien-être, mais il y a peu d'études qui sont spécifiques à l'éducation physique et à la santé actuellement. Puis, celles qui ont lieu, finalement, portent davantage sur les effets propres à l'EPS en plein air. Malgré tout, il y a des enjeux de nomenclature, là, ça entre un peu en cohérence avec ce qu'on a dit ce matin. Donc, par rapport à la définition, certains accordent davantage d'importance. Certains sont plus portés à dire que le plein air, c'est vraiment par rapport à l'aventure, ce qu'on fait en nature, alors que d'autres pensent que le plein air, c'est vraiment au moment où on sort des murs de l'école. Donc, il y a des enjeux de nomenclature à ce niveau-là. Et puis, les façons de faire sont peu étudiées par rapport à l'éducation physique et à la santé. Et c'est ce sur quoi va se concentrer la présentation que je m'apprête à vous partager. Donc, je vais passer rapidement par rapport à la méthodologie de recherche, puisque cette portion-là s'inscrit également là, dans le gros projet qui vous est partagé depuis ce matin. Simplement pour mettre en lumière là, qu'au primaire, il y a eu 159 personnes qui ont répondu qu'elles faisaient de l'éducation physique à la santé en plein air et 95 personnes au secondaire par rapport au questionnaire en ligne, donc à l'enquête. Et puis, au niveau des entretiens individuels, ce sont 20 entretiens qui ont été réalisés au primaire et 14 entretiens au secondaire. Donc, je commence par vous décrire les pratiques, vous dire qu'est-ce qui est fait en réalité dans les milieux, puis vous permettre de constater que ces pratiques-là sont particulièrement variées. Donc, certains répondants disent qu'ils font exactement les mêmes choses lorsqu'ils sortent des murs de l'école. Donc, les activités qui sont réalisées sont exactement les mêmes qu'à l'intérieur, mais elles se passent à l'extérieur. Donc, 22% des gens au primaire contre 15% des gens au secondaire. D'autres personnes amènent la dimension de transport actif, donc le fait de se rendre quelque part, de se déplacer pour rejoindre d'autres infrastructures, que ce soit pour pratiquer une activité à l'intérieur ou à l'extérieur, mais simplement ce déplacement-là est considéré aussi comme une pratique pédagogique en plein air. Puis, certains autres mentionnent pratiquer de l'athlétisme, les sports collectifs, les activités cycliques, principalement parce qu'il y a plus d'espace à l'extérieur, donc ces activités-là sont plus possibles grâce à l'espace à l'extérieur. Donc, cet exemple-ci, dans mon gymnase, lorsque je dois organiser du sport collectif, j'ai des élèves qui voudraient en faire plus, mais qui doivent attendre leur temps de jeu. À l'extérieur, s'ils veulent être tout le temps en action, c'est possible. Par ailleurs, il y a aussi des moyens d'action qui sont propres au milieu extérieur, donc des courses d'orientation, la survie en forêt, l'utilisation des canaux, par exemple, donc vraiment en nature. Puis, il y a des sorties d'envergure aussi qui servent à consolider parfois les apprentissages, donc l'utilisation de longues périodes, de journées complètes ou de fins de semaine qui permettent le camping, qui permettent d'aller en escalade de rochers ou encore de faire du ski de fond dans le Grand Nord. Là, ce sont des exemples qui ont émergé des entretiens individuels. Donc, vous pouvez constater à travers ces différents exemples-là que les 3 compétences en éducation physique peuvent être abordées à l'extérieur. C'est d'ailleurs ce qui a été rapporté par les participants. Donc, agir dans divers contextes de pratique d'activité physique, interagir dans divers contextes de pratique d'activité physique et adopter un mode de vie sain et actif. Ce sont les 3 compétences en éducation physique et à la santé. Cependant, c'est la C3, donc adopter un mode de vie sain et actif, qui est celle qui ressort le plus des propos des participants. Donc, comme vous pouvez le voir ici dans cet extrait-là, la C3, c'est celle qu'on utilise le plus à l'extérieur. Donc, je vous parle maintenant
plus de quand et de où, donc à quel moment les gens sortent à l'extérieur en EPS, puis dans quel contexte ou dans quels endroits. Donc, 62% des enseignants en EPS qui ont répondu mentionnent sortir une fois ou plus par semaine à l'extérieur, contre 40% pour les autres matières. Et parmi ces 62%-là, certains mentionnent sortir en tout temps, donc en toute saison, à n'importe quel moment dans l'année. À chaque début d'année, on rencontre les parents, ils sont au courant qu'on va aller à l'extérieur, même si le jeune se serait dit « aujourd'hui, je ne vais pas aller dehors, il pleut un peu, il mouille un peu ». Et puis, certains mentionnent qu'ils vont moins durant les entre-saisons, donc le printemps, novembre, avril, là, ce sont des moments où l'environnement est moins propice pour eux, donc ils ne sortent pas dehors à ces moments-là. Je vous ai mis à l'avant-plan les 5 principaux endroits qui émergent des propos des participants. Ce sont les mêmes au primaire et au secondaire, mais ce qui distingue les deux niveaux, c'est l'utilisation de la cour puis du parc qui est davantage, qui est plus utilisé là, finalement au primaire. Et puis les infrastructures sportives qui sont plus utilisées au secondaire, ce qui correspond aussi à ce qui a été dit ce matin. Donc, souvent, les écoles secondaires ont accès davantage à des infrastructures sportives à proximité. Et puis, bon, ce sont les 5 principaux endroits, mais il y en a d'autres qui sont ressortis là, dans les données, donc les plans d'eau, différents autres endroits, mais ce sont vraiment les 5 principaux qui ont été mis à l'avant-plan. Il y a des particularités aussi qui ont été mentionnées par les participants. Donc, à travers la mise en œuvre, il faut, ce qui est à garder en tête, c'est que souvent la théorie et les consignes sont données à l'intérieur, donc avant de sortir avec le groupe. C'est-à-dire qu'on essaie de garder l'aspect théorique ou l'aspect consigne là, au moment où les élèves sont plus proches, puis sont dans un environnement où il y a moins de stimuli pour éventuellement les laisser aller dans un plus grand espace. Et puis, une fois qu'on est à l'extérieur, il y a plus de supervision qui est nécessaire justement par rapport à l'espace qui est plus grand. En ce qui concerne l'évaluation, les outils sont souvent adaptés, mais aussi les modalités d'évaluation, c'est-à-dire que les enseignants mentionnent souvent que le savoir-vivre ou le savoir-être est évalué à l'extérieur ou certaines attitudes qui sont évaluées à l'extérieur plus que des éléments qui seraient évalués à l'intérieur. Et puis que les outils pourrait nécessiter d'être adapté, par exemple, pour faire face aux intempéries ou lorsqu'on est en canot, là, il y avait des participants qui mentionnaient avoir des petits cartons plastifiés pour pouvoir prendre des notes ou encore de filmer avec un iPad pour pouvoir évaluer en différé puis avoir des traces là, de ce qui a eu lieu à l'extérieur. En ce qui concerne la consolidation, il y a une importance qui est accordée au réinvestissement, donc au transfert aussi vers la vie quotidienne. Et puis, il y a plusieurs personnes qui mentionnent utiliser les sorties d'envergure pour consolider les apprentissages. Je vous parle à présent des motivations, des effets perçus et des défis. Puis je commence en abordant ce qui incite les gens à utiliser les plateaux à l'extérieur. Donc, d'abord, l'espace restreint à l'intérieur de l'école. Cet élément-là était pratiquement unanime. Donc, le fait que, par exemple, ici, il n'y a pas beaucoup d'espace dans notre école, le fait qu'on sorte dehors, ça libère un peu d'espace, c'est un avantage pour l'école. Parfois, le gymnase est petit. Il y a certaines personnes qui mentionnaient même avoir des colonnes au milieu de leur gymnase qui rendaient un peu plus difficile certains jeux de ballon. La liberté, les opportunités diverses aussi. Des fois, quand on essaie de bouger au gymnase ou dans le corridor, les options demeurent plus restreintes, tandis que quand on va à l'extérieur, on croise une butte, on grimpe la butte, on marche à 4 pattes dans la butte, donc on a des possibilités, tout peut devenir un apprentissage. Et également la sédentarité. Donc, ce que vous pouvez voir là avec les pourcentages qui sont mentionnés ici, c'est que la perception de la sédentarité baisse drastiquement là, par rapport à l'extérieur par rapport à l'intérieur. Donc, c'est une question de perception, ce n'est pas une mesure précise pour l'instant, mais il y a quand même un participant qui dit avoir évalué là, pour le plaisir informellement le temps d'action à l'intérieur, puis il rapporte qu'il était de 70 à 80% dehors et contrairement à peu près 7 minutes pour 1h15 là, lorsque les élèves étaient à l'intérieur. Puis finalement, il y a la connexion avec la nature. Donc, ma deuxième motivation est vraiment liée au changement climatique, à l'environnement. Je pense qu'on vit à une époque qui est grave pour l'environnement. Il faut que les gens prennent conscience qu'on est chanceux, qu'on vit dans des milieux naturels forts et en santé, mais qu'il faut les protéger le plus possible.
Ensuite, quant aux effets perçus, vous pouvez constater que certains sont accompagnés de pourcentages. Donc, ce sont des effets qui faisaient partie de l'enquête, donc du questionnaire, mais qui se sont aussi retrouvés dans les propos lors des entretiens individuels. Pour les deux autres qui n'ont pas de pourcentage, ce sont les principaux effets perçus qui faisaient partie des entretiens individuels, donc qui ont émergé à travers les propos des participants. Donc, d'abord, le bien-être des élèves. Il y a aussi que ça sent bon dehors, un vent frais, c'est agréable, le soleil, les oiseaux, le bruit des rivières, des chutes, des sourires. Je trouve que les jeunes sourient beaucoup dehors et se laissent aller beaucoup. Puis, parallèlement à ça, le bien-être des enseignants également. Donc, je me sens choyée d'être à l'extérieur puis de ne pas entendre de bruit. Parfois, dans le gymnase, certains rapportaient que le bruit, c'était quand même un élément là, qui était perturbateur comme enseignant. Donc, ça faisait du bien de sortir à l'extérieur. Et puis, le transfert vers la vie quotidienne également. Donc, il y a certains parents qui m'ont demandé de prêter des skis de fond aux jeunes durant la semaine de relâche pour qu'ils puissent en faire. Donc, cet effet-là, que ça se transmet vers le quotidien de l'élève, finalement. Puis, en ce qui concerne l'entraide, il y a la collaboration, il y a des gestes d'entraide. Ça fait écho à ce qui a été partagé ce matin également. Et le plaisir, les enfants, ils apprennent à se dépasser en ayant du plaisir. Je vous partage les défis qui sont semblables aussi à ce qui a été mentionné par mes collègues puis à ce qui a été mentionné de façon générale ce matin. Donc, d'abord, par rapport aux conditions météorologiques, certaines personnes affirment que le plus gros frein, c'est la météo qui fait en sorte que parfois dans une progression des apprentissages ou dans une situation d'apprentissage, on prend un peu d'avance ou un peu de retard en fonction des groupes là, s'il pleuvait dehors, on ne pouvait pas sortir, là, on prend un peu de retard. Puis, donc les premières que vous voyez, les 6 premières font partie de l'enquête. Ce sont les principales qui sont sorties de l'enquête. Puis, les 3 dernières en bas, ce sont les principales qui sont sorties des entretiens individuels. Donc, pour les autorisations requises, ça a été un frein qui a été mentionné à plusieurs reprises. Donc, il faut que tu aies l'autorisation de la direction, il faut que ça passe au conseil d'établissement, que tu aies l'autorisation des parents. On a beaucoup de freins. En ce qui concerne le temps de classe et de déplacement, souvent, c'est un peu compliqué justement parce que ce sont des périodes d'1 heure, puis les déplacements peuvent être de 15 à 20 minutes pour rejoindre des infrastructures. Et puis, l'habillement des élèves, je pensais puncher avec les cotons ouatés, mais ça a été mentionné ce matin par Valérie qui m'a devancé. Donc, l'hiver, ils sont habillés en coton ouaté, puis ils ont froid. Puis, à ce temps-ci, il fait 30 degrés, ils sont habillés en coton ouaté, ils ont chaud. Donc, les réflexions sur l'éducation physique et à la santé en plein air, je vous partage des constats, un réinvestissement, des recommandations, des pistes de recherche futures. Donc, d'abord, constats et réinvestissement. Vous allez voir, les 2 premiers, ce sont des constats, puis les 2 derniers, des réinvestissements possibles. Donc, ce qu'on réalise, c'est que la progression des apprentissages en éducation physique et à la santé elle est peu axée sur le plein air, puis que l'accès restreint à la nature pour les écoles en milieu urbain met de l'avant la nécessité, finalement, d'utiliser des moyens d'action plus traditionnels. C'est vraiment, au centre-ville, il y a une cour asphaltée, pas de milieu naturel à proximité. Puis pour réinvestir, les milieux naturels, les infrastructures publiques permettent l'accessibilité, la reproductibilité des activités vécues par les élèves et puis l'adoption d'un mode de vie actif. Donc, sortir du gymnase pour intégrer l'activité physique au quotidien. Ce qui est intéressant ici, un participant dit que le gymnase, c'est un plateau qui est intéressant, mais la réalité pour la plupart des gens, c'est que ça va se passer à l'extérieur pour le reste de leur vie. Finalement, par rapport aux recommandations, donc la valorisation des infrastructures sportives de proximité, on aurait avantage à mettre des infrastructures plus permanentes dans des villes qui pourraient bénéficier autant à la population en général. Ensuite, l'augmentation du financement qui permettrait de déployer les projets plus facilement. L'entente, l'engagement de l'équipe école et des partenaires, qu'on soit plus près de la communauté, de la ville, des familles, qu'on travaille ensemble pour qu'on puisse vraiment aider notre élève dans l'adoption d'un mode de vie sain et actif. La mise en valeur du plein air dans la formation universitaire, dans la formation continue, l'adoption d'une approche interdisciplinaire, la reconnaissance du plein air dans la progression des apprentissages, que le plein air soit reconnu comme étant un moyen d'action obligatoire à travers le parcours scolaire pour rendre la démarche légitime, puis éventuellement d'avoir des plans B, C, D, E pour faire face aux imprévus.
Les avenues de recherche, donc les pistes sont multiples, soit mesurer quantitativement la pratique d'activité physique pour voir si à l'extérieur les jeunes sont plus actifs, mesurer les retombées de l'EPS en plein air, les effets sur les élèves, les enseignants, documenter davantage les pratiques pédagogiques, la mise en œuvre, mais aussi évaluer les façons d'amener la communauté, les parents à s'impliquer davantage dans l'éducation en plein air des jeunes. Donc voilà, je vous remercie. Donc, je vais vous inviter à prendre le micro pour me poser des questions pendant les minutes encore pour poser des questions. Si en ligne aussi, bien sûr, elles sont les bienvenues. Si je vais inviter à répéter la question quand tu la vois, que les gens puissent la poser. Je répète que ce sont des petites questions et de courtes. Alors, c'est une action secondaire. Je me demandais si, dans langage que vous avez reçu, quant à l'essence la prévalence de l'activité compétitive à l'extérieur de la sont là au temps permet de faire des actions. Donc, la question, c'était par rapport à l'aspect compétitif. Est-ce que c'est similaire à l'intérieur et à l'extérieur? Puis, est-ce que les activités à l'extérieur favorisent davantage la coopération et le plaisir? Donc, ce qu'on voit dans les propos des participants en majorité, c'est que, bon, il y a certaines personnes qui reproduisent exactement les mêmes activités, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, l'aspect compétitif est le même, mais il y a vraiment une majorité des participants qui disent que, justement, dès qu'ils franchissent la porte de l'école ou qu'ils se retrouvent à l'extérieur, l'aspect compétitif diminue un peu. On se permet différentes opportunités qui amènent peut-être moins de compétition, qui amènent justement les élèves à travailler davantage en équipe, à explorer. Puis, il y a une diminution de la différence entre les niveaux de compétences également dans certaines activités. À l'intérieur, parfois, là, dans certains moyens d'action, on voit justement ces divergences-là, alors qu'à l'extérieur, bon, quand c'est plus varié, il y a moins de divergences dans les niveaux de compétences. Moi, j'ai une question dans la même J'ai une question dans la même est-ce que vous avez observé, est-ce que les enseignants ont discuté de l'information d'activité par rapport aux garçons et de mon expérience en plein air? Ça semble avoir un impact significatif en plein air activité compatible avec sport traditionnel. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a des distinctions garçons et filles lorsqu'on sort dans les activités de plein air? C'est ça, hein? OK, parfait. Donc, j'ai pas de réponse claire. Il y a certaines personnes qui ont dit justement en lien avec l'aspect plus compétitif au moment où celui-ci était moins grand, là, que justement, il y avait plus de plaisir pour tout le monde, puis par rapport aux filles aussi qui se sentaient peut-être où le sentiment d'efficacité personnelle était plus grand, ce qui pourrait être un enjeu là, en gymnase ou par rapport à certains moyens d'action, mais j'ai pas de réponse claire par rapport à cet élément-là. Là. Vraiment, pour la prévention, je ne sais pas par rapport aux conditions météorologiques qui s'enlèvent un défi pour les enseignants, si je comprends bien. Par contre, en nature education, l'éducation par la nature, on est beaucoup sur sortir dehors, toujours dans tout cas, peu importe, mais c'est nous qui s'adaptent à la nature et tout avec. Est-ce que vous avez documenté ou est-ce qu'il y a certains enseignants qui sortaient, qui sortaient peu importe la consommation, qui n'était pas leur levier finalement pour le faire? Oui, donc la question, c'est par rapport aux conditions météorologiques. Est-ce qu'il y a des enseignants qui répondent qu'ils sortent en tout temps, puis quel est leur levier pour le faire? Donc, je vous dirais que la phrase que j'ai entendue le plus souvent en passant les entrevues individuelles, c'est « il n'y a pas de mauvaise météo, juste des mauvais habillements ». Puis, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sortent, peu importe la température, mais que le frein ou le défi, c'est vraiment par rapport aux élèves. Donc, il y a une éducation à faire par rapport à comment s'habiller, inclure les parents aussi dans ce processus-là, surtout au primaire. Puis, bon, il y a vraiment plusieurs participants là, qui disaient sortir en tout temps, que ce soit boueux, que ce soit pluvieux ou qu'il y ait une tempête de neige. C'est sûr que parfois, il y a des enjeux de sécurité, mais leur levier principal pour le faire, ou pour plusieurs d'entre eux, c'était que
de toute façon, il y a peu d'espace à l'intérieur de l'école. Donc, l'extérieur, c'est un plateau, puis ça fait en sorte de libérer le gymnase pour un autre groupe. Donc, parfois, il n'y a juste pas le choix non plus de sortir. Donc, c'est d'avertir, d'inclure l'équipe école dans ce processus-là. C'est une culture d'équipe école, puis de faire en sorte justement que les élèves soient au fait de ça, puis que les parents aussi, là. Moi, j'ai une question, mais Yann, dans le fond, j'ai une question sur, il disait que dans le fond, on a du temps se rendre à un lieu, surtout secondaire. J'imagine que ces élèves ne sont pas avec leur groupe plus longtemps. Est-ce qu'il y avait la collaboration entre les enseignants titulaires de là, par exemple, ils vont se rendre à un lieu en éducation physique, l'enseignant d'univers social va pouvoir se relever à cet endroit, est-ce qu'on a tout ça? Donc, la question, c'est, étant donné la durée restreinte des périodes, est-ce que parfois il y a une collaboration avec d'autres disciplines, qu'un enseignant, par exemple, en univers social, reprend le flambeau là, pour la seconde période? Donc, ça a été mentionné par certains. Il y en a qui voyaient ça comme une occasion interdisciplinaire, justement, qui se déplaçaient pour aller à un lieu particulier, qui faisait une activité en univers social à l'extérieur, puis qui revenaient par la suite. Donc, ils combinaient 2 périodes où ils voyaient les 2 disciplines en une. Puis parfois, donc, il y avait des arrangements aussi au sein de l'équipe école. Donc, je t'échange telle période avec tel autre jour pour faciliter puis avoir une plus longue plage horaire. Mais ça a été mentionné là, seulement par certains participants. Merci beaucoup. Merci.